Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui n'était absolument pas prévue puisqu'il s'agit d'une vidéo à propos de la toile de mon prochain projet couture. Alors que je pensais qu'une chemise de 1700 devait être assez facile à exécuter puisque ce n'était uniquement que des carrés et des rectangles, eh bien non. En réalité, les chemises d'hommes, puisqu'il s'agit d'une chemise d'homme des années 1700, sont bien plus compliquées à réaliser que ce que je ne pensais. Pour ce projet couture, à la base, j'ai décidé de réaliser la version de Oraline du patron de Bernadette Banner sur la chemise de pirate. Eh bien, mal m'en a pris, puisque d'un point de vue des dimensions qui étaient données par Oraline, ça n'allait clairement pas. C'était beaucoup trop petit et en plus, les manches étaient bien trop courtes. Donc j'ai décidé de tout refaire et de suivre cette fois la manière de Bernadette Banner et je dois dire que ça a été 100 fois plus simple. Comme quoi il n'est pas toujours bon de se laisser influencer par les expériences des autres et ce qu'ils disent. Puisque j'ai choisi d'utiliser le patron, ou du moins les explications d'Oraline, puisque j'avais vu sur d'autres vidéos que les explications de Bernadette n'étaient pas très claires et que ça avait été assez difficile de réaliser cette chemise. J'ai par conséquent décidé d'utiliser un patron qui me semblait un peu plus clair, mais en réalité, non, en fait, pas du tout. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au niveau de la couture de la chemise par rapport à la marche à suivre de Oraline, notamment d'un point de vue du gousset au niveau des épaules qui était bien trop épais et donc ça n'allait vraiment pas, c'était très laid. Vous savez, des fois vous avez beau suivre un patron, utiliser toutes les recommandations faites par la créatrice, y compris d'un point de vue de la taille, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On ne sait pas pourquoi, toutes les dimensions sont bonnes mais on ne rentre pas dans le vêtement. Bah c'est clairement ce qui s'est passé. Ça n'allait pas au niveau des bras, ça n'allait pas au niveau de la taille. Je veux dire j'avais du mal à passer la tête. Donc par conséquent je l'ai pris, je l'ai mis de côté et j'ai décidé de recommencer avec cette fois toutes les dimensions de Bernadette. Et ça marche, ça a fonctionné et très bien. Les dimensions avaient beaucoup plus de sens, la marche à suivre d'un point de vue du gousset pour les épaules était là aussi bien plus détaillée, bien plus précis et beaucoup plus fin que sur les instructions d'Oraline. Il y avait une superposition de matière qui faisait que c'était assez épais alors qu'avec la méthode de Bernadette, il n'y a pas de superposition du tout. C'est très agréable, c'est très léger. Bon, même si il faudra quand même que j'ajuste un petit peu sur ma version finale puisqu'il me faudrait avoir un gousset au niveau des épaules légèrement plus grand pour que ça fitte à ma morphologie, donc ça bien évidemment c'est adaptable, c'est à vous de choisir là où vous serez le mieux en l'apportant et bien évidemment ça ne peut pas être compris dans le patron. Car après tout, chaque morphologie est différente. J'ai donc encore quelques ajustements à effectuer pour ma version finale, comme rallonger légèrement au niveau de l'ourlet puisqu'il va me manquer quelque chose comme 10 à 15 cm par rapport à ma morphologie de longueur. Et il va aussi falloir que je fasse attention par rapport à la pièce d'épaule, donc au gousset, pour pouvoir l'élargir un petit peu. Et je vais aussi baisser légèrement le raglan en ajoutant un col bien plus large que ce qu'il n'est à la base. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez vous-même, qui ne peut pas être compris dans le patron et par conséquent, c'est à prendre en compte. On ne peut pas se lancer dans une chemise de 1700 qui est en plus d'homme, à la base qui est une chemise pour homme, comme cela, sans prendre de mesures, sans faire d'ajustements, donc bien évidemment c'est à prendre en compte et je vous montrerai ça dans la version définitive de ma chemise, c'est comment j'ai calculé ces petites différences qu'il y a à prendre en compte par rapport à votre morphologie et par rapport à votre tête, parce que bien évidemment la chemise il va falloir l'enfiler et il y a quand même pas mal de fronces et donc il faut aussi prendre en compte la taille des fronces. Cependant, bien que cette réalisation n'était censée qu'être qu'une toile, j'ai voulu faire l'entièreté, comme si c'était une version finale. Déjà, puisque bien que de récupération, je voulais que mon tissu soit mis en valeur. Je voulais, si jamais j'y arrivais vraiment à faire cette toile correctement, eh bien pouvoir la porter. Et en plus, puisque mon tissu était un mélange de coton et de lin, et donc je voulais aussi honorer cela, même si c'était un tissu qui avait
quelques années déjà et que j'avais acheté à très petit prix en ressourcerie, je ne voulais pas le gâcher en faisant une couture aléatoire et rapide et ensuite prendre la toile et la mettre dans un placard et l'oublier. Non, je voulais pouvoir avoir quelque chose de portable si j'y arrivais tout de suite. Donc j'ai utilisé l'ensemble des techniques, j'ai terminé toutes mes coutures en couture rabattue à la main, donc ça m'a pris énormément de temps et pour une toile passer 60 heures c'est très très long. Lorsque je calcule le temps que j'ai passé sur la construction de cette toile, il m'est apparu que environ 20% de la couture a été faite à la machine, donc c'est vraiment très très peu, et tout le reste a été fait à la main. Donc bien évidemment, qui dit couture à la main dit temps supplémentaire, et ça a été vraiment un projet très très long. À la fin j'avais vraiment hâte que ça se termine, parce que passer 60 heures sur une simple chemise, parce que presque l'entièreté est à terminer à la main, à la base, c'est vraiment pas ma tasse de thé. D'ailleurs, je dois vous dire qu'une fois terminée, cette chemise n'est pas restée en ma possession très longtemps, juste le temps de terminer le vlog en faisant quelques shootings portés. Sinon, elle a déjà rejoint le placard de ma maman, qui l'a beaucoup aimé, donc je lui ai offert, comme cela ça lui fait une nouvelle pièce dans sa garde-robe cousue par moi-même. C'est d'ailleurs assez singulier que de voir que des pièces que j'ai cousues terminent dans son dressing, puisque il y a encore quelques années c'était vraiment pas gagné, donc c'est assez surprenant. Et puis moi de toute façon je trouvais que le tissu était beaucoup trop épais, qu'il était beaucoup trop lourd pour moi en fait par rapport à ce que j'en attendais, et elle l'a trouvé, elle, parfait, donc par conséquent je lui ai dit tiens, prends-le plutôt que de le jeter ou de le redécouper pour en faire des broderies ou je ne sais quoi d'autre. Il a donc été adopté par ma maman, qui en est très satisfaite puisqu'elle cherche depuis quelque temps maintenant à refaire sa garde-robe avec des tissus qui sont éthiques, écologiques, économiques et naturels. Donc le fait que d'une part ce tissu soit recyclé depuis une ressourcerie, qu'il ait été cousu par moi-même et qu'en plus il soit respirant puisque c'est du coton et du lin, et que par conséquent il ne sera pas étouffant quand il fera un petit peu chaud, et bien c'est le combo gagnant pour elle. En plus c'est une couleur qu'elle aime bien, cette espèce de beige crème, donc c'était parfait. Quant à moi, ma version elle risque d'être un petit peu plus foncée, vous verrez, c'est une couleur assez profonde. Et d'ailleurs, si je devais vous donner des indices concernant ma version, je vous dirais film, Disney, pirates, personnages secondaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé de qui je parle comme personnage, mais surtout de la couleur de la réalisation de cette chemise. Et voilà, cette vidéo est maintenant presque terminée. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir le reveal de cette chemise. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure extraordinaire en 1700.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour coudre la version finale de ma chemise de pirate. Pourquoi je dis pirate alors que normalement il s'agit d'une chemise d'homme? Eh bien parce que j'ai pris comme point de départ la chemise portée par William Turner dans Pirates des Caraïbes. Ou plutôt devrais-je dire comme couleur de départ puisque eh bien je n'ai pas refait la chemise à l'identique. Déjà puisqu'elle est bien plus féminine que ce qu'elle n'est normalement, puisque eh bien les dimensions d'une femme sont plus fines que celles d'un homme, mais aussi puisque j'ai ajouté quelques petites modifications, puisque les raglans ne sont pas aussi longs que celles de la chemise dans le film, et surtout il n'y a pas les volants au poignet. Mais je pense que je ferai une autre version avec des volants au poignet, mais cette fois avec une autre couleur. Et peut-être que j'utiliserai aussi une autre matière à voir. De toute manière, je vous ferai un vlog. Concernant le calcul des dimensions, puisqu'il s'agit d'une chemise qui date des années 1700, je vous invite à aller voir le vlog de Bernadette Banner, ou plutôt je devrais dire les deux vlogs à propos de cette chemise puisqu'elle en a fait deux. Vous aurez ainsi l'entièreté des informations pour calculer vos dimensions, ce qu'il vous faut pour faire vos manches, pour le corps, puisqu'il s'agit uniquement d'un jeu de rectangles et de carrés, donc je vous laisse aller faire vos propres calculs d'après sa vidéo, je ne vais pas la refaire en doublon ici. Et comme Bernadette, j'ai décidé de commencer la couture de cette chemise par les manches parce que je trouvais que c'était fort à propos et également parce que ça permet d'avoir toute la maîtrise des manches avant de passer au corps, puisqu'il faut ajouter les poignets et que ajouter les poignets sur des manches qui sont détachées du corps, c'est bien plus simple que d'ajouter les poignets directement une fois que tout est cousu. Donc j'ai préféré faire ça, comme elle le disait en fait. Mais la chose que j'ai changé au niveau définition, c'est que Bernadette ne le mentionne pas, mais je suis venue coucher mes coutures sur le côté. Donc moi j'ai choisi de garder les lisières pour ce projet, donc je me suis servi des lisières pour faire mon rabat. Donc je suis venue ensuite dégarnir la marge de couture qui n'était pas la lisière pour ensuite la plier et venir faire ma couture rabattue à la main parce que c'était bien plus fin de faire comme ça et bien plus invisible et puis en plus c'est historique. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé de procrastiner légèrement les manches et je suis passée à la couture directement des deux carrés qui vont venir former le corps de la chemise. Donc je vais commencer par la couture d'épaule. C'est très important de commencer par celle-ci puisque c'est ce qui va maintenir votre tissu. Et je sais pas si vous avez vu le précédent vlog où je faisais la toile de cette chemise, mais j'avais dit que je ne ferais pas de couture d'épaule pour cette version-là. Mais finalement, je n'ai pas eu le choix d'après les choix que j'avais faits personnellement, donc il me fallait de nouveau avoir des coutures aux épaules, mais j'ai décidé de changer légèrement mes finitions par rapport aux coutures d'épaule et ça permet d'avoir un équilibre bien plus important que celle que j'ai fait précédemment. Je vous avais dit qu'elle avait tendance à partir en arrière, là il n'y a plus ce problème. C'est fou comment quelques ajustements peuvent changer l'entièreté de l'esthétique d'un vêtement ou même de sa tenue. C'est juste impressionnant. C'est un peu comme jouer à un jeu d'équilibriste, c'est se positionner de manière à ce que tout se passe absolument parfaitement et changer ne serait-ce qu'un tout petit détail peut changer l'entièreté d'une couture. Je trouve ça fascinant et c'est le cas pour absolument presque toutes les étapes de la construction de cette chemise. La moindre décision a un impact impressionnant sur l'entièreté du reste de la couture. Juste après avoir terminé de passer au fer mes deux coutures pour les épaules, je suis venue
m'occuper des coutures de côté. Alors il faut faire très attention à ces coutures puisqu'il y a là aussi des ajustements à faire. Calculez bien depuis la base de votre aisselle jusqu'à la fin, je dirais, de votre soutien-gorge pour pouvoir calculer l'ouverture que vous allez avoir besoin pour poser vos manches composées de vos fronces et de votre gousset. Il va falloir venir l'emboîter directement dans votre couture et il vous faut assez de place pour pouvoir lever le bras sans difficulté et avoir un raglan de dessous du bras qui reste à sa place et qu'il ne bouge pas tout le temps. Donc mesurez bien avant, mesurez 2 fois voire même 3 fois et ensuite épinglez, venez tester sur vous directement avant de coudre et enfin passer à la couture. Ce sont des étapes que je vous ai pas montrées puisque Bernadette l'explique là aussi, mais je voulais le redire un petit peu comme ça vous l'avez directement sur la vidéo. Et ensuite, bien, on vient coudre. Alors là aussi, pour votre couture, je vous conseille de ne pas arrêter votre point et de réessayer derrière la chemise pour être sûr que ça ira, que ça tombe bien au niveau où vous avez calculé votre ouverture par rapport à votre corps pour être sûr que vous avez fait une double vérification. Et comme ça, vous êtes sûr que vous allez pouvoir ensuite mettre vos manches une fois qu'elles sont prêtes sans problème. Et alors, voici la petite modification dont je vous parlais juste avant, c'est que pour mes coutures d'épaule, j'ai décidé de faire une couture rabattue à droite et une couture rabattue à gauche qui permet une platitude au niveau des épaules et qui évite d'avoir une surépaisseur et une lourdeur qui va faire que la chemise va partir en arrière. J'ai trouvé que c'était une assez bonne façon de régler ce petit problème et c'est vrai que ça ne bouge plus. Je l'ai porté un petit moment, plusieurs heures, et je n'ai pas eu de problème de chemise qui part en arrière et qui vient quasiment étouffer au niveau de la gorge. Non, elle reste correctement à sa place et c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est vraiment parfait. Donc si vous faites ce type de vêtements et que vous bougez énormément quand vous le portez, vous vous baissez, vous vous mettez en arrière, sur les côtés, peu importe les mouvements que vous faites, essayez de venir faire une platitude au niveau de l'épaule, donc que ça soit surjeté ou que ça soit comme là terminé à la main directement en couture rabattue gauche et droite. Ça vous permettra d'équilibrer la chemise et d'éviter qu'il y ait un poids qui l'entraîne vers l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, il y a une faiblesse qu'il se crée entre la couture qui est rabattue vers la gauche et les coutures de la fente qui sont une couture rabattue droite et une couture rabattue gauche. Donc on vient coudre un gousset directement dessus pour être sûr que cette faiblesse disparaisse et pour ne pas abîmer le vêtement et qu'il soit bien plus résistant que là. Il ne l'est, donc je vous conseille de le poser. Il y en a un à l'intérieur de la manche et un à l'extérieur au même endroit. Alors là aussi c'est un petit jeu d'équilibriste puisqu'il faut faire attention que les goussets fassent exactement la même dimension pour éviter que ça ne se voit sur l'avant ou sur l'arrière qu'il y a un décalage ne serait-ce que de 3 ou 4 mm puisque c'est quelque chose qui doit être assez précis pour éviter que l'on voit les points de couture et que ça fasse une surépaisseur d'un côté qui n'existe pas de l'autre. Donc prenez votre temps, calculez bien au niveau de votre gousset votre placement et il n'y reste plus qu'à coudre. Et tout de suite après, je suis venue terminer ma manche en marquant ma marge de couture pour les fronces de poignet. Et je suis venue former mes fronces en ayant épinglé ma pièce de poignet. Alors j'ai laissé 3 cm pour pouvoir faire la boutonnière d'un côté de surplus. Comme ça me permettait d'avoir une bonne aisance pour pouvoir la faire et surtout qu'elle aille bien à mon poignet. Et je suis ensuite venue former mes fronces. Alors c'est quelque chose qui prend assez de temps puisque eh bien, les fronces ça a besoin d'être assez équilibré. Donc j'ai mis beaucoup d'épingles et je crois que c'est la première fois que j'ai un résultat aussi beau pour des fronces. Ce tissu est vraiment fantastique, c'est une cretonne de coton et c'est vraiment
très simple à travailler. C'est par exemple un très bon tissu pour les débutants. Si vous commencez la couture et que vous décidez de vous faire une robe, une jupe, une chemise, peu importe, c'est très simple à travailler, ça se tient bien, il n'y a vraiment pas de soucis. C'était la première fois que je l'utilisais ce tissu et j'étais vraiment très contente. Et en plus, si c'est la première fois que vous faites une couture historique ou quasiment historique puisque j'ai utilisé la machine et que je n'ai pas tout fait à la main, ça vous permettra que votre tissu déjà marque bien au fer, qu'il reste bien en place et vous n'aurez pas de problème à aller le rechercher à droite ou à gauche parce qu'il est fuyant un peu comme la soie. Non, il reste parfaitement en place et je trouve que c'est une très bonne alternative au 100% lin puisque le lin est ainsi difficile à travailler tout de même étant donné qu'il est assez brut, assez rêche. Donc si vous avez envie de tester cette chemise et que vous voulez le faire dans une matière qui est simple à travailler, n'hésitez pas, la cretonne de coton c'est vraiment parfait. Par la suite, je suis venue m'occuper de mon col. J'ai commencé par le plier en marquant le milieu, puis j'ai marqué les côtés gauche et les côtés droits, ce qui correspondra rétrospectivement aux coutures d'épaule pour le côté gauche et le côté droit, et pour la marque du milieu, ça correspondra au milieu dos de la chemise. Noter ces repères permettra d'équilibrer l'entièreté des fronces de la chemise pour être sûr qu'il y en ait de manière assez homogène sur le côté gauche et le côté droit devant, puisqu'ils sont tous les deux partagés par la fente du milieu. Et pour le dos, ça permettra d'avoir l'entièreté des fronces partagées à gauche et à droite de l'épingle, mais tout en ayant quelque chose qui sera très homogène et être sûr qu'il y ait des fronces un petit peu partout. D'ailleurs, une petite astuce, pour la couture de votre col, je vous conseille de le faire à l'envers de l'habitude, c'est-à-dire de venir d'abord coudre le côté qui sera donc sur vous, sur votre peau, et ensuite venir faire le rabat directement dans le dos. Ça permettra d'avoir une couture invisible, et si vous faites vos points à la main, elle ne se verra pas puisque ça sera directement caché par le col, tandis que si vous faites l'inverse, que vous posez votre col de l'extérieur vers l'intérieur, on verra vos points. Donc je vous conseille de mettre directement votre col à l'intérieur et ensuite de rabattre sur l'extérieur à la main ou à la machine. D'ailleurs, si vous êtes comme un petit peu perfectionniste, il y a une technique que j'apprécie particulièrement pour les fronces au moment de la couture, c'est de venir les replacer directement à la main, voire à l'épingle. Comme ça, elles ne bougent pas et en plus, elles s'équilibrent encore mieux que si on avait mis juste les épingles et cousu sans faire attention à ça. Et une fois mon col terminé, je suis venue m'occuper de mes boutonnières. Alors j'ai commencé par tracer une ligne qui venait délimiter l'emplacement de ma boutonnière pour être sûre de ne pas la faire trop grande. Donc ça correspond à mes 3 cm que j'avais laissés de côté. J'ai ensuite calculé la hauteur à laquelle je voulais la boutonnière. Puis je suis venue tracer la longueur de ma boutonnière. Alors pour moi il s'agit de 2 cm puisque mon bouton est assez large et assez haut. Et si vous avez vu le vlog que j'ai fait sur le chemisier céleste à propos des boutonnières, eh bien vous savez que de 1, je ne les ai toujours pas fait sur ce chemisier, ce qui me rappelle qu'il faudrait peut-être que je les fasse. Finalement, au bout d'un moment, je pense qu'il est temps. Eh bien là, c'était ma première boutonnière, du moins pour cette méthode-là, puisqu'après des heures et des heures et des heures de recherche sur internet, j'ai fini par trouver une méthode pour faire mes boutonnières qui me conviennent plus ou moins. Bon, je manque de technique, il va falloir que je continue de m'entraîner, mais j'ai choisi d'utiliser la technique de la boutonnière milanaise. Alors c'est vraiment pas l'entièreté de cette technique que j'ai utilisée puisque je n'ai pas de coordonnées ici de renforcement pour faire une boutonnière en relief, mais la base est là et j'ai décidé de l'utiliser comme cela. Déjà, d'une part,
Je ne pense pas qu'il y ait eu de boutonnière milanaise en 1700 et ensuite c'était beaucoup plus simple de le faire directement comme cela, surtout que c'était la première fois que je le faisais directement sur un projet et que par conséquent si elle était quasiment invisible ça me convenait très bien puisque si je me trompais complètement et qu'elle était horrible, bah je préférais qu'elle soit quasiment invisible plutôt qu'elle soit en relief et que chaque petite erreur puisse se voir par la suite. Quand on ne sait pas faire quelque chose absolument parfaitement, vaut mieux que ça soit le plus discret possible pour être sûr que ça n'attire pas à l'œil constamment. Même si mon bouton, étant donné qu'il est assez grand, je pense que ça aurait pu le faire. J'ai préféré jouer la sécurité plutôt 2 fois qu'une et éviter d'avoir une boutonnière en relief. Et concernant la technique, on vient passer un fil, donc là le fil blanc qui va venir maintenir la boutonnière, les 2 bords de la boutonnière à leur place et éviter que le tissu ne bouge. Et ensuite on vient prendre le fil avec lequel on va coudre la boutonnière et on vient faire un point de surjet pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effilochement au moment de la couture de la boutonnière et ça permet aussi également d'ajouter un petit peu de rigidité à la boutonnière avant même de commencer le point de boutonnière. Ça permet d'avoir quelque chose de bien plus net et surtout qui tiendra un peu plus longtemps puisque ça sera déjà rigidifié et ça facilitera également la réalisation de votre point de boutonnière. Et enfin, la dernière étape, ou presque, de la réalisation de cette chemise, la couture des manches au corps. Après plusieurs tests, ce que je vous conseille, c'est de commencer par épingler votre gousset directement au corps de la chemise et de laisser pour le moment toute la zone de fronce libre. Ça vous permettra d'avoir exactement la dimension de votre arc de cercle pour la création des fronces. Ça permet aussi d'avoir directement un visuel sur comment se positionne la manche par rapport à la chemise et ça vous permettra également de faire un dernier essayage si vous voulez vérifier que vous avez assez de place par rapport à votre manchure. Et on vient terminer par la couture des manches au reste de la chemise. Alors faites attention, il ne faut pas coudre l'entièreté de la pointe du gousset, on va laisser 1 cm de marge pour pouvoir avoir cette belle pointe en V qui va venir s'imbriquer à la perfection dans la marge de couture et en plus ça vous facilitera la vie pour venir faire vos finitions si vous faites des finitions à la main. Et c'est toujours mieux d'avoir de belles finitions et d'avoir ce beau V qui va ajouter encore plus d'esthétique à la chemise. Et c'est sur cette dernière étape que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires. Il y a un an, je me lançais un pari fou. Réussir à coudre la chemise de pirate de Bernadette Banner sans son patron, uniquement avec les explications. Le tout sans aucune expérience de couture sans patron. Et pour ce faire, j'ai décidé de la réaliser dans un joli drap de coton et de lin vintage que j'ai chiné en ressourcerie.
Et étant donné que cette première version n'était qu'une toile, j'ai réalisé une seconde version inspirée directement de la chemise de William Turner dans Pirates des Caraïbes. Et pour cela, j'ai choisi cette belle crétonne de coton rouge, et même si la couleur n'est pas identique à celle du film, je trouve que quand même elle s'en approche assez pour qu'on puisse déterminer l'inspiration derrière cette réalisation. Et maintenant, je vous invite à plonger avec moi dans la troisième réalisation de cette chemise. Et cette fois-ci, je me suis inspirée d'un grand poète, dramaturge, essayiste et journaliste, j'ai nommé Edgar Allan Poe. Et plus particulièrement de ce poème Le Corbeau. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction récapitulative et maintenant nous allons plonger ensemble dans la réalisation de cette nouvelle chemise. Et pour cette troisième version, je n'ai pu m'empêcher de craquer pour ce magnifique pongé de soie de couleur charbon. Ses reflets argentés qui changent de couleur en fonction de la luminosité, sa douceur et son aspect vaporeux m'ont totalement conquise pour cette réalisation. Et en plus, et pour rester dans le thème, elle me rappelle énormément la couleur des ailes d'un corbeau. Et cette fois-ci, j'ai décidé de voir les choses en grand. Déjà, contrairement aux deux autres versions, plutôt que de prendre 80 cm de largeur, j'ai décidé d'utiliser l'entièreté de ma laise, c'est-à-dire 150 cm, et d'y ajouter de la dentelle. Mais pas n'importe quelle dentelle, de la dentelle noire de Calais. Et donc sans surprise, ce fut la première étape de cette couture, l'insertion des bandes de dentelle. Et ce fut un travail long et fastidieux, noir sur noir, avec une machine légèrement récalcitrante qui accrochait les fils du tissu. J'ai dû utiliser une vieille technique de vieux corbeau de couture qui consiste à venir placer une feuille de papier de soie entre les griffes d'entraînement et le tissu pour être sûr que celui-ci ne soit pas abîmé. Et je peux vous dire que ce fut tout un poème. Tout un tas de petits bouts de papier de soie ont volé à travers la pièce constamment. Il y en avait absolument partout. Une fois mon galon de dentelle inséré et mon papier de soie retiré, ce qui m'a pris une éternité à faire, j'ai repassé ma marge de couture vers l'intérieur pour pouvoir venir ensuite faire une seconde piqûre pour maintenir ma marge de couture à l'intérieur de mon vêtement avant de la dégarnir, un peu sur le même principe que les ourlets roulotés. Et après 3 mètres d'insertion de dentelle où je n'avais vraiment pas l'impression d'avancer, j'ai décidé de m'occuper du col. Et afin de ne pas fragiliser le col avec un trop grand nombre de découpes, j'ai décidé de le faire tout simplement au pli. Et au passage, c'était beaucoup plus facile pour moi à faire puisque je n'avais plus que 2 coutures à exécuter, une à gauche et une à droite, plutôt que de faire le tour complet du col. Puis également, je trouve ça beaucoup plus joli un col fait en une pièce qu'en 2 pièces. Et étant donné que je voulais ajouter de la dentelle au niveau du col, c'était aussi plus pratique pour moi de l'avoir en une pièce qu'en 2. Retirer le papier de soie à chaque couture aura vraiment été l'étape la plus fastidieuse de l'entièreté de cette couture. Outre le fait que ça soit du noir et que mes yeux n'étaient pas vraiment en face des trous avec les problèmes de santé que j'ai par rapport à eux, ça n'a pas non plus arrangé les choses de devoir retirer constamment le papier de soie. Il faut dire que ça demande quand même une sacrée minutie pour ne pas arracher la couture au passage. Mais revenons-en à notre col. J'ai repassé les coutures en couture ouverte avant de retourner les coins à l'aide de ce retourneur de coins. Et franchement, pour la première fois, j'ai retourné un col avec des coins absolument parfaits du premier coup. J'étais tellement contente. Habituellement, je dois batailler avec le tissu pour être sûre que les coins se mettent correctement à l'équerre, exactement comme je le veux. Là, ça s'est fait tout seul. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du pongé de soie ou est-ce que c'est parce que je commence à prendre la main? Là est la question. Mais dites-moi pour vous, quelle est l'option la plus plausible? C'est le pongé de soie ou c'est moi qui prends la main? Un dernier coup de repassage pour que tout prenne sa place et reste bien en place.
Et hop, de retour à la couture du corps de la chemise. Pour cette version, j'ai décidé de ne pas utiliser deux panneaux, un pour l'arrière, un pour le devant. L'entièreté de la blouse est faite d'un seul panneau, d'un seul tenant. Il n'y a pas de couture au niveau des épaules. J'ai fait ce choix de finition pour ne pas alourdir mon plongé. J'avais peur qu'une couture aux épaules risque de l'entraîner vers l'avant ou vers l'arrière constamment, et ce n'est pas ce que je voulais. Et à ce moment-là, j'ai eu un énorme doute. À combien je dois faire mon ouverture pour mon col et pour le décolleté ? Je n'en avais plus aucune idée. Alors que je n'avais rien oublié du reste des décisions que j'avais prises, celle-ci, je ne savais tout simplement plus du tout ce que je devais faire. J'ai donc vérifié au niveau de mes croquis dans mon carnet de couture afin d'être sûre de ne pas me tromper. Mais même comme ça, je me suis trompée parce que je n'avais pas calculé le raglan. J'avais complètement oublié de calculer mon raglan et je me trouvais avec une ouverture beaucoup trop petite. Étant donné que je voulais énormément de fronce puisque le pongé de soie me le permettait, je devais faire une ouverture qui était le triple plus grand que celle que j'avais faite. Il a donc fallu que je recalcule l'entièreté du ratio des fronces et ce fut véritablement un véritable casse-tête. Et je dois vous avouer quelque chose, les maths, ce n'est pas mon fort. Alors j'ai calculé et recalculé encore et encore et encore, j'y ai passé un temps considérable pour pouvoir déterminer que mon ratio de fronce serait de x3. Alors qu'avec la découpe que je suis en train de faire, je n'ai même pas de quoi faire ne serait-ce que quelques fronces. Je passe tout juste la tête et le reste de l'entièreté de la largeur de mon tissu devient des manches. Et ce n'était clairement pas ce que je voulais. Non, moi je voulais une blouse extravagante, théâtrale, digne de l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Certainement pas quelque chose qui soit si banal et qu'il n'y ait même pas de fronce. Cependant, mon extravagance a des limites et j'ai décidé de faire un décolleté qui soit très discret. Je ne voulais pas quelque chose qui soit aussi profond que pour la chemise rouge, je voulais vraiment quelque chose d'assez discret qui ne se verrait presque pas. Après tout, les yeux, qu'ils soient ceux d'un corbeau ou d'un être humain, ne doivent pas se porter sur le décolleté mais sur l'extravagance des fronces et de la soie. Et pour la finition du décolleté, comme pour les deux autres versions, j'ai choisi de le faire à la main, ce qui permettait d'avoir le contrôle total au niveau du pongé qui bouge quand même énormément, mais également d'avoir quand même cette partie un petit peu historique au niveau de la blouse qui au final ne l'est plus du tout. En plus, munie de la bonne aiguille, la couture ne se voit absolument pas. Pour ma part, j'ai choisi de coudre ce décolleté avec une aiguille de broderie de soie, directement. Ainsi, au lieu de venir écarter les fibres de soie, elle vient s'insérer entre les fibres pour pouvoir passer le fil. Ainsi, la couture est complètement invisible et on ne risque pas d'abîmer les fils du tissage. Et de retour à la machine, j'ai tiré pas moins de 116 cm de fil de fronce. Quand je vous dis qu'il y a énormément de fronce dans cette chemise. Et pour être sûr que mes fronces soient bien équilibrées, j'ai plié mon col en 4 avant de l'épingler sur le corps de la chemise. Et j'ai commencé le long et fastidieux travail de la création des fronces. Elles étaient si fines, si petites qu'il était parfois difficile de les retrouver. Ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai adoré cette étape. Et ensuite vint la couture d'assemblage du col avec les fronces. Et son million d'épingles. J'avais mis tellement d'épingles que parfois j'ai dû avancer point par point. Et même si c'était quelque chose de prévu, je n'ai pas mesuré l'ampleur que c'était. Réduire 160 cm de tissu à 40 cm, c'est juste énorme. J'ai donc pris mon temps pour pouvoir coudre mon assemblage de col avec mes fronces, cousant à certains endroits en point par point, parce que j'avais mis tellement d'épingles que je n'avais pas le choix, et je ne coupe pas sur mes épingles. J'ai horreur de ça. Donc du coup, je les enlève à chaque fois avant, donc ce qui me demandait de m'arrêter constamment. Mais le résultat en vaut la chandelle. Les fronces sont parfaitement équilibrées, il n'y en a pas une qui est tordue, qui est de travers. Franchement, ça valait vraiment la peine de prendre son temps.
Et une fois le col posé, j'ai fait mon premier essayage. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas pris en compte au moment où j'avais calculé mon ratio de fronce. C'est que, pour le coup, la blouse, elle est 10 centimètres trop courte. Mais vraiment trop courte. En plus, elle part vers l'arrière. Donc au final, j'arrive avec une blouse sous la poitrine. Et ça ne va pas du tout. Et alors, heureusement, j'avais prévu le cas où il y aurait un petit problème avec peut-être les manches ou autre, et donc j'avais acheté un petit peu plus de tissu que ce que j'avais calculé. J'ai donc pu découper 4 bandes de 10 cm par 150 cm, soit 6 mètres en tout d'envergure. Ce qui donne un ratio de fronce de x2. Je ne voulais pas faire x3 comme au col, parce que j'avais peur que ça fasse vraiment trop de fronce. Et honnêtement, c'est parfait comme ça. Je pense que c'était vraiment la meilleure décision de faire x2 au niveau des fronces. Et sur la marge de couture qui sera assemblée à la chemise qui de coup devient une blouse, j'ai cousu un ourlet pour que le tissu ne s'effiloche pas. Et cela a été un long, mais vraiment très long ourlet. 6 mètres à faire, c'est énorme, surtout avec la machine à coudre à manivelle. Ça fait mal, franchement ça fait très mal à l'épaule. Sans compter que ce jour-là j'avais mal aux yeux, donc ça n'arrangeait strictement rien au fait de coudre du noir, en plus des douleurs à l'épaule. J'ai vécu cette journée-là un enfer, ça m'a pris l'après-midi pour faire cet ourlet. Et ce n'est donc que le lendemain que j'ai ajouté mon galon de dentelle à la rallonge de la blouse. Et pour cette insertion, j'ai utilisé exactement la même technique que je vous ai montré en début de vlog. Et autant vous dire que je ne le referai plus jamais à la machine à manivelle. Ça m'a pris l'après-midi, j'en avais marre. J'en pouvais plus, entre l'ourlet le jour d'avant et là la dentelle, j'en avais franchement ras-le-bol. La prochaine fois, je la fais sur la machine à plateau. Et de nouveau, le jour d'après, je me suis occupée des manches en commençant par assembler le gousset au corps de la manche. Et comme la lisière était parfaitement droite, je l'ai gardée. J'ai juste calculé que les petits fils qui s'en échappaient ne soient pas calculés au niveau de ma marge de couture. D'ailleurs, pour ce projet, ma marge de couture était de 1,5 cm. Je préférais avoir 5 cm de marge supplémentaire pour pouvoir rabattre mes coutures à la main sans avoir la matière qui fuit constamment. Ainsi, j'avais plus de contrôle au niveau de la soie pour être sûr que au niveau des marges de couture, ça ne bouge pas trop pour pouvoir exécuter mes coutures à l'anglaise sans appréhension. Mais avant, il y avait cette technique qui s'appelle le smoking que j'avais très envie d'essayer. Alors je me suis dit, pourquoi pas en fait l'utiliser sur cette blouse, ça ira parfaitement. J'ai donc tracé une ligne à 5 cm de ma marge de couture à l'exclusion de ma dentelle. Je n'ai pas calculé la dentelle dans les 5 cm. Par la suite, j'ai tracé tous les 1 cm des points de repère pour passer un fil rouge contrastant pour que je puisse voir ce que je fais sur mon pongé noir, en alternant un piqué, un lacé, un petit peu comme l'armure toile, sauf que là on va créer des fronces pour pouvoir justement faire le dessin. Et comme j'avais fait mes tracés au stylo effaçable, je les ai effacés directement avec le fer pour ne pas qu'il reste de traces sous les smokes. Puis j'ai tiré mon fil afin de créer justement les fronces qui vont venir me permettre de dessiner le dessin, en faisant attention qu'aucune des fronces ne se chevauche pour faciliter par la suite la broderie. Et après avoir hésité un moment sur quelle couleur j'allais utiliser, est-ce que je faisais du ton sur ton en utilisant un fil noir, ou est-ce que je faisais avec un fil rouge, ou est-ce que j'utilisais mon fil cuivré? Finalement, je me suis décidée pour le cuivré qui, je trouvais, faisait vraiment bien ressortir cet aspect charbon du pongé, et c'était exactement ce que je voulais. Et concernant l'utilisation de ces fils, je ne les ai pas achetés, on me les a offerts il y a 1 an à peu près, et je commence tout juste à les utiliser. Mais j'ai franchement adoré cette technique des smoke, donc je pense que vous allez les revoir très souvent à l'avenir sur ma chaîne. Et voilà, des smokes qui permettent de resserrer le poignet sans avoir à mettre d'élastique. Et maintenant, il est temps d'assembler les manches à la machine. Une fois mon assemblage terminé, j'ai dégarni ma marge de couture sur environ 1 cm avant de replier mon autre marge de couture par-dessus pour enfermer la marge de couture que je viens de dégarnir et empêcher au tissu de s'effilocher. Et enfin, j'ai fixé le tout avec un point à la main et toujours avec mon aiguille spéciale soie pour être sûr que ça ne se voit pas sur l'endroit du tissu.
Et puis j'ai décidé d'ajouter d'autres smokes sur la manche, ou à peu près au niveau du coude. Et je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée, étant donné qu'il m'a fallu 15 heures de réalisation pour les 2 manches. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, donc forcément ça prenait plus de temps, mais de là à ce que ça prenne 15 heures, je ne m'y attendais pas. Il y avait un problème dans mes calculs, il y avait un problème dans les espacements, il y avait un problème partout en fait. Ça a été un véritable miracle que je réussisse quand même à les faire. Mais le résultat est juste parfait d'un point de vue esthétique, parce que d'un point de vue technique, il y a encore du travail à avoir. Ça ajoute vraiment quelque chose de plus à la blouse qui pour le coup est assez monochrome du fait que de la dentelle soit noire et que la blouse, le tissu en lui-même soit noir. Ça vient ajouter un petit peu de peps et quelque chose de différent. Contrairement à ce que je fais habituellement, ça change du tout au tout et franchement, j'adore. Et pour compléter la couleur des smokes, j'ai également ajouté un brin de soie cuivrée au niveau de la dentelle. Pas sur toute la dentelle, juste celle au niveau du col et celle au niveau des manches sur les poignets. Je pense que c'est assez, vous me direz si jamais vous pensez qu'il en manque un petit peu dans les commentaires. Et puis j'ai assemblé ma manche sur ma machine à plateau. J'ai préféré prendre celle-ci plutôt que la machine à manivelle puisque la machine à manivelle a eu un petit problème et il va falloir que je regarde ça. Puis j'ai passé mes fils de fronce au niveau de la rallonge pour la blouse. Ça a été tellement plus vite à la machine à plateau. C'est incroyable la différence de temps que ça prend sur celle-ci par rapport à celle à manivelle. Puis j'ai attaché mes fronces à ma blouse. Alors je ne sais pas pourquoi je n'ai pas filmé lorsque j'ai cousu puisque j'ai attaché l'entièreté des fronces directement à la main. Je trouvais que c'était beaucoup mieux, surtout que je gardais la dentelle que j'avais posée juste avant au même niveau. Donc voilà, je l'ai fait à la main. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à votre avis, est-ce que j'ai réussi mon challenge? Créer une blouse qui rappelle les œuvres d'Edgar Allan Poe. Et plus particulièrement son poème Le Corbeau, qui est, je pense, mon favori, ou du moins un de mes favoris, pas exactement mon favori. Et vous, est-ce que vous connaissiez Edgar Allan Poe? Avez-vous déjà lu une de ses œuvres? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à laisser un commentaire, à la liker et à la partager, ça m'aidera grandement, surtout qu'en ce moment YouTube n'est pas vraiment mon meilleur ami et donc j'ai besoin de vous pour m'aider. Je vous laisse avec le rendu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.